Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un travail commun avec Mathieu Alfaro et Romain Ducasse à propos du modèle de réaction-diffusion de type champ-route et notamment de la diffusion sur ce modèle. Alors, mon exposé va s'articuler de la manière suivante. Je vais tout d'abord commencer par présenter ou rappeler certains modèles basiques de diffusion locale qui vont progressivement se complexifier pour enfin arriver au modèle champ-route. Ensuite, j'expliquerai comment trouver les solutions des problèmes que j'aurais présentés en première partie. Puis, je parlerai d'intensité de diffusion, ce qui me permettra de présenter les perspectives de recherche couvrent les résultats que j'aurais présentés en 1, 2 et 3. Donc, allons-y donc. Alors, je vais tout d'abord commencer par rappeler comment est-ce qu'on retrouve l'équation de la chaleur à partir d'un mouvement individuel d'individus. Donc, on considère un seul individu qui vit sur la droite réelle, qu'on discrétise de manière régulière. Et partant du temps initial t égale 0, tous les pas de temps delta t, on va dire que l'individu saute à gauche ou à droite avec une probabilité 1,5, et ceci de manière indépendante du passé. Alors, si on note V de Tx, la probabilité que l'individu soit au lieu x à l'instant t, et qu'on écrit la loi des probabilités totales sur V de t plus delta tx, alors on peut se ramener à écrire cette expression-ci, où dans le membre de gauche, vous reconnaîtrez un taux d'accroissement en temps, et dans le membre de droite, un Laplacien discret. Si on dit maintenant qu'on fixe cette quantité delta x carré sur 2 delta t égale à d, une constante, et qu'on envoie les paramètres de discrétisation à 0, on retrouve l'équation de la chaleur. Et donc, si on envoie, donc, comme je viens de le dire, les paramètres de discrétisation à 0, notre individu suit un mouvement brownien. Alors maintenant, on va considérer une population de n individus, avec n typiquement grand, qui bougent tous de la même manière, telle que décrite précédemment. Et donc, la loi de Ford des grands nombres nous assure que si on note V de Tx, la densité de population au lieu x à l'instant t, cette fonction V de Tx va vérifier l'équation de la chaleur partant de la distribution initiale V0, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, par exemple, si je concentre au temps initial tous mes individus au même point, ma donnée initiale sera de type Dirac. Donc, la répartition des individus dans les temps qui vont suivre vont être une répartition gaussienne. Alors, je peux généraliser ça en dimension supérieure. Donc là, par exemple, en dimension 2, où au lieu de vivre sur la droite réelle, on vit dans l'espace R2, et au lieu de sauter à gauche ou à droite avec probabilité 1,5, on saute à gauche, à droite, en haut ou en bas avec probabilité 1/4. Et de même, si on note V de TXY, la probabilité que l'individu soit au lieu XY à l'instant T, cette fonction B va encore une fois vérifier l'équation de la chaleur partant de la distribution initiale des 0. Donc, un analogue à la simulation que j'avais montrée précédemment, on concentre un très grand nombre d'individus au point 0,0, et donc la distribution des individus dans le temps va suivre une distribution gaussienne de dimension 2. Alors, donc voilà, donc maintenant j'ai bien rappelé le contexte de l'équation de la chaleur. On va petit à petit se rapprocher de la géométrie de l'espace champ-route, donc qui comporte en particulier un demi-espace. Donc on ne va plus travailler sur l'équation de la chaleur sur R, mais sur l'équation de la chaleur sur R plus étoile. Et du fait qu'on ait ajouté un bord à notre domaine, on va être obligé d'imposer une condition de bord pour que le problème soit bien posé. Alors, moi, je vous propose trois conditions de bord. Donc, la première est condition de bord de Neumann. On impose un flux nul sur le bord, un flux sortant nul. C'est-à-dire que les individus, lorsqu'ils arrivent sur le bord, vont rebondir systématiquement dans le domaine. On peut imposer des conditions de bord type Dirichlet homogène, donc cette fois-ci qui sont le comportement radicalement opposé. Tout individu qui arrive sur le bord est immédiatement éliminé. Et on impose donc une densité nulle sur le bord. Et enfin, si on prend θ entre 0 et 1,
on peut interpoler entre Neumann et Dirichlet, donc faire une combinaison convexe de le flux nul avec imposer la densité nulle en x égale 0. Alors, donc là, on a les simulations microscopiques des conditions de bord de Neumann, Dirichlet et Robin. Donc, oui, ici, Neumann, personne, tout le monde rebondit sur le bord. Dirichlet, les gens meurent systématiquement sur le bord. Et Robin, certains vont mourir et d'autres vont rebondir. Alors, donc je vais maintenant passer au troisième et dernier modèle que je vais vous présenter, qui est le modèle champ-route, le plus important de cette présentation. Donc, pour motiver l'introduction de ce modèle, je vais utiliser une motivation biologique. Donc, on part au Canada, dans la région d'Alberta. Et dans cette région du Canada, à l'ouest du Canada, il y a de très grandes forêts où vivent notamment le loup et le caribou. Donc, bien sûr, le loup mange le caribou, et le caribou est une espèce en danger. Et ce qu'on trouve également dans cette région du Canada, c'est des grands gisements d'hydrocarbures. Et pour l'homme, pour trouver la localisation précise de ces gisements d'hydrocarbures, a fait ces grandes tranchées comme celle-ci dans la forêt. Et en fait, il fait détonner des explosifs. Et suivant comment les ondes reviennent, il peut savoir si oui ou non il y a des hydrocarbures dans le sous-sol. Alors, ces travaux en fait modifient largement en fait la géométrie de l'écosystème, comme on peut par exemple le voir sur des images satellites, donc là qui sont extraites de Google Earth. Et alors en quoi ça va interagir avec les loups? En fait, les loups ils se déplacent dans la forêt à une certaine vitesse, mais qui est quand même assez limitée par la présence d'obstacles, tels que les arbres, les rochers, etc. Et en fait, on a remarqué que les loups empruntent ces grandes tranchées pour se déplacer plus vite. Et des biologistes leur ont mis des puces GPS pour quantifier justement comment ils allaient plus vite sur ces tranchées. Et l'étude en question a révélé qu'ils pouvaient se déplacer jusqu'à 2,8 fois plus vite sur ces tranchées. Et donc, en fait, c'est un gros problème écologique parce que le loup parcourt donc de plus grandes distances, ce qui augmente sa probabilité de rencontrer une proie et augmente du coup sa capacité de prédation sur le caribou, qui est déjà une espèce en danger. Donc, le caribou n'a pas besoin de ça pour se maintenir en vie. Alors, pour modéliser ce modèle de réaction-diffusion avec typiquement une ligne de diffusion rapide, Berestiki, Rockjoff et Rossi ont proposé en 2012 le modèle champ-route suivant. Donc, on a deux domaines. Le domaine en vert, qui est R croix R plus étoile, demi-espace, qu'on va appeler typiquement le champ, et la droite réelle, ici représentée en rouge, qu'on va appeler la route. Alors, vous voyez, votre système de DP est composé de 3 lignes. Vous avez une EDP pour le champ, une EDP pour la route, et une condition de bord, qu'on va aussi appeler condition d'échange, pour le bord du champ, ici. Alors, je vais maintenant détailler le comportement de chacune de ces 3 EDP. Alors, sur le champ diffusé avec un coefficient de diffusion petit d, sur la route, vous diffusez avec un coefficient de diffusion grand D, et la condition d'échange, ici en marron, va vous dire comment est-ce que, lorsque vous arrivez sur le bord, vous échangez avec la route. Alors, si je retire ce terme U, on reconnaît très bien une condition de bord de type Robin homogène, c'est-à-dire que vos individus qui arrivent sur le bord du champ, ou bien ils rebondissent et ils repartent dans le champ, ou bien ils sortent et ils sont captés par la route, ici. Et on a rajouté un terme source à la condition de bord de Robin, c'est-à-dire que ce terme de source mu va manager l'import des individus de la route vers le champ, dans cette direction-là. Et donc, pour qu'il y ait bien compensation de masse, ce terme mu doit être retiré de la route ici. Et donc, ce que nous dit
comme telle qu'elle est décrite, la condition d'échange, elle nous dit que le flux sortant vaut exactement mu u moins nu v en 0, qui est exactement l'opposé de la source qu'on a imposée sur la route. De cette manière, en fait, on peut montrer qu'il y a conservation de masse en tout temps. C'est-à-dire que les échanges se font de manière étanche. Il n'y a pas de fuite d'individus lors des échanges, ni d'import d'individus, enfin de création d'individus lors des échanges. Donc c'est bien un modèle purement diffusif. Alors, donc voici typiquement une simulation, donc encore une fois partant d'une donnée de type Dirac. Donc j'ai concentré plein d'individus au même endroit. Et donc tout à l'heure, la répartition, quand on prenait les équations de la chaleur, elles étaient des répartitions de type gaussienne. Mais là, les répartitions ne sont plus toutes de type gaussienne, elles sont largement dilatées par la présence de la route ici. Alors on a la même chose, mais en modèle continu. Je suis parti d'une donnée qui était presque un Dirac. Et encore une fois, on voit que les lignes de niveau qui, si la solution était gaussienne, seraient circulaires, sont largement aussi dilatées par la présence de la route. Donc pour observer ce genre de phénomène, il faut quand même prendre une grande différence entre le coefficient de diffusion grand D et le coefficient de diffusion petit d. Ici, on a grand D est 100 fois plus grand que le petit d. Alors avant de continuer, je vais donc faire un état de l'art de ce qui a été fait sur le champ route et ce qui n'a pas été fait, justement. Donc en 2012-2013 à peu près, Berestiki, Roggev et Rossi, ainsi que leur thésard de Coulomb, ont introduit le modèle de réaction de diffusion type champ route. Et ils ont immédiatement montré que le problème était bien posé, et ils ont aussi montré un outil que le champ route bénéficiait d'un outil très utile en réaction de diffusion, qui est le principe de comparaison, qui permet notamment de dire qu'une solution est plus petite que l'autre, ou plus grande que l'autre, si jamais l'une des deux vérifie une inégalité dans le système de DP. Ensuite, ils se sont beaucoup concentrés sur le fait d'ajouter une fonction de réaction du type KPP dans le champ, ou de type logistique typiquement, dont on en reparlera tout à l'heure. Suite à cela, les gens ont beaucoup travaillé sur les réactions de type logistique dans le champ, de type KPP dans le champ, mais en rajoutant plus ou moins des petites fantaisies au champ route. Donc, par exemple, certaines personnes ont rajouté des hétérogénéités sur les termes d'échange ici. D'autres ont changé la géométrie du champ route. Donc, Tellini a fait une série de travaux sur les cylindres. Donc, il a commencé par une bande en dimension 2, puis il est passé sur un cylindre à base boule, et enfin, en 2021, il a fini par généraliser son résultat à des domaines cylindriques à base quelconque. On a aussi Romain Ducasse, qui est un de mes collaborateurs avec qui je présente ses travaux, qui a fait un domaine conique. Et enfin, certaines personnes ont fait de la périodicité sur les fonctions de réaction. Par exemple, Elisa Affili, qui a rajouté de la périodicité de la réaction en X sur la fonction de réaction. Et aussi Ming Zhang ici. Mais jusqu'à présent, en fait, personne n'avait regardé le modèle de diffusion pure sur le champ route. Tout le monde a fait de la réaction type KPP. Donc, en particulier, pour les réactions de type KPP, on montre qu'il y a une invasion systématique, quelle que soit votre donnée initiale, et on arrive à quantifier la vitesse d'invasion, et on montre que la vitesse d'invasion est par rapport au cas RN classique, accélérée par la route. Voilà, et donc personne n'avait donc regardé le problème de diffusion pure, et donc c'est cela qui motive en fait les travaux que je présente ici. Donc maintenant, je vais montrer comment retrouver les solutions des problèmes que je viens de présenter. Donc, je vais montrer comment on trouve les solutions pour les trois modèles. Donc, je vais rappeler rapidement comment on trouve la solution de l'équation de la chaleur, qui est une méthode assez classique. Donc, j'ai rappelé ici l'expression de la transformée de Fourier. Et donc, en fait, on applique la transformée de Fourier à l'EDP de la chaleur, ce qui nous ramène en fait à une
une EDO linéaire d'ordre 1, on sait parfaitement résoudre. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, lorsque vous voyez cette EDO linéaire d'ordre 1, la solution va être une constante fois l'exponentielle de moins des xi carré t. Et ce qui nous dit en fait que l'équation de la chaleur va faire décroître exponentiellement vite les fréquences, et ce, de manière d'autant plus intense que les fréquences sont hautes. Donc, en fait, on a déjà un petit aperçu de l'effet régularisant dont je rappellerai les propriétés tout à l'heure. Donc, en résolvant notre EDO du côté Fourier, on peut montrer que la transmette Fourier de B est cette expression-ci. Et enfin, il reste juste à prendre la transformée à Fourier inverse, et qui nous dit donc que l'expression de la solution V n'est autre que la convolée de la donnée initiale par une certaine fonction G qu'on appellera noyau de la chaleur, donc solution fondamentale, qui est ici, et dont j'ai montré l'expression dans les premiers temps ici. Donc voilà, hein, on voit l'effet régularisant. Donc en fait, par convolée, le noyau de la chaleur confère ses propriétés de régularité à la solution. Et donc dès que vous laissez agir un temps epsilon aussi petit que vous voulez, une donnée initiale qui ne sera pas du tout lisse va devenir immédiatement lisse. Comme vous voyez ici. Donc ça va bien lisser tous les points. Alors, maintenant, on va donc passer à comment résoudre l'équation de la chaleur dans le demi-espace en utilisant sachant qu'on sait résoudre la chaleur dans l'espace entier. Donc, sans apporter vraiment de nouvelles techniques. La question, donc, on se pose, on a une donnée initiale, et comment peut-on arriver à la solution de la demi-chaleur en utilisant le fait qu'on sache résoudre l'équation de la chaleur en espace entier. Donc, pour cela, de manière naturelle, en fait, on prolonge la donnée initiale à tout l'espace. Alors, bien sûr, la façon de prolonger va forcément dépendre de la condition de bord qu'on va imposer ici. On va laisser agir la chaleur sur cette nouvelle donnée initiale, et hop, on restreint un demi-espace positif, et on va a priori retrouver, si notre prolongement de base était bon, on va a priori retrouver la bonne solution du problème de Cauchy ici. Alors, on va prendre tout de suite deux exemples, les plus simples, Neumann et Dirichlet. Pour Neumann, on va commencer par prendre l'extension paire. Et en fait, on peut montrer que l'action de la chaleur sur une donnée paire va préserver la parité en tout temps. C'est-à-dire que si vous avez une donnée initiale qui est paire, alors, quel que soit t positif, la solution restera paire. Donc, si vous cumulez parité plus régularité, donc typiquement juste C1 est nécessaire, on a une tangente nulle en x égale 0. Et donc, ce qui est exactement la condition de bord de type Neumann. Pour la condition de bord de type Dirichlet, on fait un prolongement cette fois-ci impair, et on peut montrer que l'action de la chaleur sur une donnée impaire préserve la parité dans le temps. Donc, par effet régularisant, vous êtes continu et impair. Donc, impair plus continuité fait que vous passez par 0. Et donc, passer par 0, c'est exactement la condition de bord de Dirichlet. Voici les illustrations numériques. Hein. Donc, on a la donnée initiale. Donc, pour Neumann, on a la donnée initiale, on prolonge de manière paire, on laisse agir la chaleur, on restreint. Et on récupère la tangente nulle en 0, sachant qu'on ne l'avait pas forcément au départ. Vous voyez, les conditions de bord de Dirichlet, c'est pareil. Hein. On prend la donnée initiale, on prolonge de manière impaire, on laisse agir la chaleur. Et la donnée initiale qui ne passait pas forcément par 0 passe directement par 0, par l'effet régularisant. Et on obtient une solution du problème de Cauchy. Alors, en utilisant cette méthode, on peut exhiber ce qu'on appelle une solution fondamentale pour le problème de demi-chaleur. C'est-à-dire que n'importe quelle solution s'écrit comme l'intégrale sur le domaine de la donnée initiale fois une certaine fonction qui va être la solution fondamentale. Typiquement, la solution fondamentale sera la solution partant d'une donnée de type Dirac. Donc voilà, donc pour le cas Neumann, on montre que c'est une somme de gaussienne. Pour le cas Dirichlet, on montre que cette différence de gaussienne, ce plus et ce moins proviennent intimement du fait qu'on a fait un prolongement pair ou impair. Alors, on peut aussi trouver la solution fondamentale de la même manière pour le cas Robin quelconque.
Mais bon, la solution est beaucoup plus horrible. Et en fait, c'est pas du tout comme pourrait s'y attendre au début. Le prolongement n'est pas du tout une combinaison convexe entre un prolongement pair et un prolongement impair. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais on arrive quand même à réussir à sortir quelque chose. Et donc voilà, donc on arrive à avoir ces solutions fondamentales pour le cas Robin. Donc j'attire votre attention sur cette fonction-ci, erf sous gamma. Donc erf, c'est le reste de l'intégrale de la gaussienne, et gamma, c'est exactement la gaussienne, modulo des renormalisations. Et en fait, cette fonction-ci semble en fait une fonction qui intervient énormément dans les problèmes diffusifs où les domaines font intervenir une géométrie de type demi-plan ou demi-espace. Voilà. Et donc, arrivé ici, on savait résoudre l'équation de la chaleur demi-espace par prolongement, et on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait résoudre par prolongement également le champ route? Et donc, en fait, là, on a essayé, on s'est retrouvé au pied du mur, en fait. On n'y arrivait pas, on ne trouvait aucun moyen de prolonger les données initiales, enfin, la donnée initiale U0, V0 pour le champ route. Donc, du coup, on a dû trouver une autre méthode pour résoudre l'équation de demi-espace. Parce qu'en fait, l'équation de demi-espace, c'est en fait un modèle, entre guillemets, jouet, qui nous permet en fait de regarder si certaines méthodes marchent bien sur ce modèle, entre guillemets, facile, pour ensuite potentiellement les appliquer sur un modèle plus compliqué qui est celui du champ route. Parce qu'il y a des similitudes qui sont non négligeables entre le champ route et la chaleur de mi-espace. Certes, le champ route a deux inconnus U et V, tandis que la demi-chaleur n'en a qu'une, mais on a quand même la condition de bord de type Robin qui, si on comprend bien les dynamiques de la condition de bord Robin ici, nous aideront fortement à comprendre les dynamiques de la condition d'échange pour le champ route. Donc là, on a dû trouver une deuxième méthode pour solutionner ce problème de demi-chaleur, et donc qui est la méthode par Fourier-Laplace. Alors, je vais rapidement rappeler comment marche le transformé. Donc, la transformée de Fourier, l'intégrale de la fonction contre cette exponentielle, moins xix, casse en fait les Laplaciens. Alors, ça, on peut le montrer assez facilement en faisant des intégrations par partie. Donc, ça casse les Laplaciens en ce sens. Fourier de Laplacien, c'est moins xi carré, Fourier de la fonction de départ. Voilà, et donc du coup, on est parti d'un Laplacien, et à la fin, il n'y a plus de Laplacien. Et en fait, on peut montrer qu'on a exactement la même chose pour la transformée de Laplace. Bon, pas vraiment exactement la même chose. Donc là, cette fois-ci, on intègre la fonction v contre exponentielle moins st, donc la variable de Laplace, c'est s, mais donc plus sur r, mais de 0 à l'infini. Donc en faisant une intégration par partie, on peut casser la dérivée temporelle. Donc vous avez le Laplace de la dérivée temporelle de v égale le Laplace de v. Vous avez un s qui sort. Et comme on n'a pas une borne infinie, mais on a la borne 0, on a un terme de bord qui va apparaître. Donc un bord temporel, donc la donnée initiale. Et donc maintenant, si je combine les deux, je fais la transformée de Fourier en x et de Laplace en temps, je peux casser à la fois le Laplacien et à la fois la dérivée en temps. Voilà, donc c'est cette transformée-ci. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que ça solutionne miraculeusement le problème de demi-chaleur de la chaleur en demi-espace. Alors, donc je prends mon EDP classique, hein, c'est comme ça va fortement ressembler au problème de résolution de la chaleur par Fourier dans tout l'espace. Donc je prends mon EDP de départ, je lui applique Fourier-Laplace, et en utilisant les propriétés de Fourier-Laplace, notamment la linéarité et le fait qu'il y ait des dérivés temporels laplaciens, je peux montrer que je me ramène à cette relation. Donc c'est assez facile à le montrer. La dérivée temporelle de V vous fait sortir un S Fourier-Laplace, plus le terme de bord qui est ici. Le Laplacien ici va faire sortir un moins d'xi carré, le Fourier-Laplace de V, et la dérivée seconde en Y va rester ici.
Et donc, je me retrouve avec une équation linéaire d'ordre 2, où y joue le rôle de la variable, et s dxi joue le rôle de paramètre. Donc ça, je sais parfaitement le résoudre, hein. Il suffit juste de faire trouver des solutions de problèmes homogènes, qui sont celle-là, celle-là, et une solution particulière, donc par variation des constantes. Et donc, vous voyez que j'ai C1 et C2 qui sont des constantes par rapport à Y à déterminer. Alors, comment déterminer ces constantes? Il suffit juste de connaître la solution en 2 points de Y. Donc, en particulier, pour nous, ce sera en Y égale 0 et à l'asymptotique de Y. Donc, en Y égale 0, on sait que la solution vérifie les conditions de bord de type Robin. Donc, c'est à ce moment-là que la deuxième ligne va intervenir, qui va fixer la deuxième constante C2. Et ce qu'on veut aussi, c'est avoir des solutions qui ont un sens physique. Parce qu'en fait, il faut savoir que si vous prenez des solutions dans un espace très général, de type C1 en temps pour avoir la dérivée en temps, et C2 en espace pour avoir les Laplaciens, on n'a pas une unicité de la solution. Donc, on a des monstres qui peuvent apparaître, qu'on appelle les solutions de Tikhonov, parce que c'est Tikhonov qui a trouvé des solutions monstrueuses qui vérifiaient le problème de chaleur partant de zéro, mais qui n'était pas zéro. Et donc, si on impose que V vaut zéro à l'asymptotique de l'espace, donc très très loin en espace, donc typiquement lorsque Y va à l'infini, si on impose que V vaut zéro, alors on fixe l'unicité de la solution. Et donc, fixer que V vaut zéro implique en fait que Fourier-Laplace de V vaut aussi zéro à l'infini. Et donc, imposer cette condition Fourier-Laplace de V en zéro vaut zéro, en l'infini vaut zéro, fixe C1. Donc, finalement, on se retrouve avec une expression explicite pour le Fourier-Laplace de V, qui est celle-ci. Et il reste juste à Fourier-Laplace inversé. Alors, et on arrive en fait à se ramener à retrouver la solution fondamentale du problème. Donc, V est l'intégrale sur le domaine de la donne initiale fois cette solution fondamentale. Donc, on peut la retrouver avec le Fourier-Laplace. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver avec le Fourier-Laplace? Donc, il faut commencer par inverser par Laplace. Donc, ce qui n'est pas mince à faire, en fait, il faut rechercher dans les tables de Laplace, voir si ces formes-là matchent avec des formes connues, et ensuite faire un petit mix avec les transformés de Fourier, les propriétés de Laplace, les propriétés de Fourier, on essaie de mixer, et on arrive à retrouver ce noyau. Alors, et en fait, cette méthode de Fourier-Laplace s'est avérée hyper efficace également pour le champ route. Donc, ça ne m'a pas marché aussi simplement, il faut tourner un petit peu plus, mais au moins le début est pareil. C'est-à-dire que lorsque vous allez appliquer Fourier-Laplace à votre fonction V, vous allez vous retrouver avec une DO linéaire d'ordre 2, où on fixera les deux constantes avec les solutions en éliminant les solutions de Tikhonov en Y à l'infini, en utilisant la condition de bord de type Robin. Bon, le problème, c'est que la condition de bord de type Robin, cette fois-ci, n'est plus homogène. Vous avez un terme source ici. Donc, du coup, on obtient des choses qui sont implicites, qui vont dépendre de U, mais en faisant un mélange de tout ça, en reprenant Y à 0, on peut montrer qu'on peut retrouver l'expression déjà explicite du Fourier-Laplace des solutions, ce qui est déjà pas mal. Mais le truc le mieux qu'on a réussi à faire, en fait, c'était surtout que, c'était déjà bien de trouver un Fourier-Laplace des solutions, mais le plus dur a surtout été de repasser en côté spatio-temporel. On était côté Fourier-Laplace et on a réussi à ne pas se noyer dans du mauvais côté des transformés et on a réussi à revenir dans le côté spatio-temporel. Et on a réussi à avoir une expression explicite des solutions côté spatio-temporel. Voilà, donc les solutions du champ route, du problème de Cauchy champ route, sont les suivantes. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les solutions des problèmes découplés apparaissent en fait, dans la solution. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, ça permet d'attribuer des rôles à chacun des termes, en fait. Donc grand V, c'est la solution du problème route découplée, champ découplé. C'est-à-dire que vous prenez les deux premières lignes, vous enlevez l'apport d'individus, donc vous découplez. Donc vous vous retrouvez avec un problème de demi-chaleur.
on sait parfaitement résoudre. Hein. Grand V est bien connu. Vu qu'on a les solutions fondamentales des équations de demi-chaleur. Voilà, donc grand V est la solution du problème des champs découplés. Grand U, de même, vous retirez vous découplez encore une fois, donc vous retirez du V en 0 moins du U. Donc vous vous retrouvez avec une chaleur R entier. Donc ça aussi, on sait très bien résoudre. G, c'est le noyau de la chaleur classique, hein, grand D diffusif de dimension 1. Et enfin, grand lambda, qui est un terme très intéressant du modèle champ-route, est en fait en quelque sorte un noyau d'échange. Alors plus précisément, un noyau de migration route vers champ. En leçon suivante, si vous prenez comme donnée initiale grand V, V qui vaut toujours 0, P0 qui vaut toujours 0, et U0 qui vaut Dirac, qu'est-ce qu'on retrouve pour V? Ça, c'est la demi-chaleur partant de 0, ça fait 0. Ça, c'est la demi-chaleur partant de 0, donc ça fait aussi 0. Donc tout ça, ces termes disparaissent. Ici, vous avez un Dirac, donc vous avez l'intégrale de grand lambda contre un Dirac, donc ça fait lambda. Et donc, à une constante près, V va être lambda. Donc ça nous dit que prenez V0 identiquement nul et U0 Dirac, vous regardez V et vous êtes exactement en train de regarder lambda. Et donc V, on peut aussi le voir de manière suivante, c'est que en fait, ce morceau-ci, grand V, manage les déplacements des individus dans le champ et le rebond ou non des individus sur la route, rebond ou sortie. Tandis que ce deuxième terme ici, cette grosse somme-là, manage l'import des individus depuis la route vers le champ. Et vous remarquerez notamment que à des constantes près, cette expression-ci ressemble fortement à une formule de Duhamel, donc partant d'une donnée U0 et avec un terme source qui serait celui-ci. Et donc, grand lambda a cette forme ici, où en fait, on peut reconnaître les stigmates de l'inversion par Fourier. Donc, vous avez le 1 sur 2 pi n intégrale sur Rn-1, l'exponentielle de plus xx dxi, qui est la formule d'inversion de Fourier. Et vous avez aussi, donc ici, cette expression qui est assez bizarre, en fait, et qu'on n'a pas réussi à améliorer, en fait, parce que cette expression, donc A alpha, phi alpha, plus bêta, phi bêta, plus C gamma, phi gamma, donc fait intervenir les herfs sur gamma dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai dit que c'est une fonction qui semble assez récurrente dans les problèmes de diffusion où la géométrie de demi-espace intervient. Mais en fait, à un moment donné, on s'est retrouvé du côté Laplace à devoir inverser une certaine fonction divisée par ce polynôme de degré 3. Et donc, pour faire matcher avec les tables inverses de Laplace, on a dû faire une décomposition en éléments simples. Parce qu'il faut savoir que dans les tables de Laplace, il n'y a jamais en fait des dénominateurs non irréductibles, enfin des inversions de Laplace avec des dénominateurs non irréductibles. Donc on a eu nécessité de faire une décomposition en éléments simples, d'où l'apparition de alpha, bêta, gamma, qui sont les trois racines complexes de ce polynôme, et de A, B, C, les coefficients de décomposition d'éléments simples. Alors, vous voyez qu'en fait, ce polynôme P indice delta dépend implicitement de xi. Et bien sûr, pour certaines valeurs de xi, ce polynôme fait collisionner les racines. Vous avez des racines doubles et des racines triples qui peuvent apparaître, qui font que le A, le B et le C peuvent exploser. Alors, fort heureusement, bon, déjà, en fait, c'est les xi pathologiques qui font exploser A, B et C sont de mesure nulle dans Rn-1, donc déjà, ça marche assez bien. Mais qui plus est, en fait, l'explosion de A, de B et de C est en fait... ces explosions en fait, se compensent entre elles, parce qu'il y a une structure compensatoire dans cette expression-là.
Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que en fait, c'est pas une expression, cette expression-là n'est pas non plus optimale. C'est juste que c'est ce que les tables inverses de Fourier-Laplace nous ont donné. Que R sur gamma était peut-être améliorable avec une autre fonction spéciale qui serait plus adaptée pour écrire ce terme. Et d'ailleurs, on n'a pas trop creusé, mais on peut produire des développements en série entière de ce terme ici. Alors, donc maintenant, on va parler d'intensité de diffusion. Alors, si vous prenez une donnée initiale pour l'équation de la chaleur qui n'est pas trop horrible, typiquement bornée intégrable, on, on a que la population va s'éteindre par éparpillement des individus dans tout l'espace. Et une question qu'on peut se poser, c'est à quelle vitesse cette extinction va-t-elle se produire? Donc pour cela, on va regarder le maximum en espace, qui va nous permettre de quantifier cette vitesse d'extinction. Et on s'attend à ce que la décroissance du maximum en espace se fasse en constante sur t à la puissance k, où on appellera k le taux de décroissance. Un grand K signifie que la diffusion est agressive pour la population, tandis qu'un petit K signifie que la diffusion est gentille pour la population. Alors, je vais donner un exemple classique. On prend l'équation de la chaleur dans R2. On écrit la solution comme la convolée de la donnée initiale par la solution fondamentale. Je répète ici. On utilise l'inégalité de convolution et qu'est-ce qu'il fait apparaître? On fait apparaître que la norme LRFI de V en autant t est plus petite qu'une constante qui va dépendre du coefficient de diffusion de la donnée initiale sur t à la puissance 1. Ce qui est important, c'est que c'est sur t à la puissance 1 et donc le taux de décroissance est 1. Donc maintenant, si je place tous les résultats pour tous les problèmes tous les modèles que j'ai présentés précédemment, sur un axe de taux de décroissance, donc on a la chaleur dans l'espace entier R2 que je viens de présenter qui se place à un taux de décroissance de 1. On a la demi-chaleur Neumann qui se place aussi à un taux de décroissance de 1. Donc en fait, ce qui semble assez logique, parce que pour le cas Neumann, les individus qui arrivent sur le bord ne sont pas tués et sont directement renvoyés dans le domaine. Donc c'est la magnitude de diffusion, ça semble logique en fait que ce soit à peu près la même que pour le cas de chaleur entière. D'ailleurs, en fait, on peut même le voir par le prolongement, en fait. Comme le prolongement fait un prolongement pair, on a juste, c'est comme si on laissait agir la chaleur sur le miroir en fait de la donnée initiale. Donc c'est logique qu'on retrouve un taux de décroissance de 1. Pour le cas de Dirichlet, par contre, le taux de décroissance est accéléré. On se retrouve avec un taux de décroissance de 3,5. Alors, ceci s'explique en fait parce qu'on tue des individus systématiquement quand ils arrivent sur le bord. Et donc, du coup, la décroissance de la solution est multipliée par 1 une constante sur racine de t. Alors maintenant, on peut se demander où se trouve Robin. Parce qu'on a dit que Neumann, personne ne meurt sur le bord, Dirichlet, tout le monde meurt sur le bord. Donc maintenant, Robin, certains meurent et d'autres ne meurent pas. Donc, où se place Robin entre Neumann et Dirichlet? Eh bien, on peut montrer que dès qu'on a une perte d'individus sur le bord, on se place du côté Dirichlet. Donc, vous pouvez perdre autant peu d'individus que vous voulez. À partir du moment où vous avez perte d'individus sur le bord, vous avez un taux de décroissance en 3,5. Et donc, enfin, le taux de décroissance pour le système champ-route. Donc, on a malheureusement réussi à montrer qu'il était seulement en 1 moins epsilon. Ceci, en fait, est dû à un terme log qui apparaît lorsqu'on crée le contrôle des bornes sup de U et de V. Donc, comme le log est un petit taux de T epsilon, on se retrouve à un taux de décroissance de 1 moins epsilon. Alors, on reste quand même persuadé que ce taux de décroissance-ci n'est pas assez sharp et qu'on pourrait, difficilement certes, mais on pourrait peut-être un jour se ramener à montrer que n'importe quelle donnée initiale donne un taux de décroissance de 1. Alors, pour certaines données initiales, on a déjà montré que
certaines données initiales donnent un taux de décroissance de 1, notamment si vous prenez une donnée initiale qui est nulle sur le champ, le taux de décroissance sera de 1. Mais on pense vraiment que le taux de décroissance sera systématiquement 1 et non pas 1 moins epsilon. Bon, après, 1 moins epsilon, quand même, c'est déjà pas mal. On a déjà une grosse information sur le taux de décroissance du champ route. Et donc, ce qui semble en fait intéressant à remarquer, c'est que, imaginons on considère que ça c'est 1, vous avez en fait deux pelotons dans les modèles de diffusion que je présente ici. Vous avez le peloton où les individus, on a une perte d'individus sur le bord, et le peloton où on a une non-perte d'individus. Donc la chaleur, on n'a pas de perte d'individus. No Man, tout le monde rebondit, donc pas de perte d'individus. Et le champ route, les individus sortent du champ, mais ils ne sont pas perdus parce qu'ils sont récupérés par la route qui joue le rôle, entre guillemets, d'un espèce de réservoir qui va ensuite les réinjecter dans le champ. Donc en fait, vous voyez, on a deux pelotons. On a le peloton des gens des modèles qui perdent des gens et le peloton des modèles qui ne perdent personne. Et en ce sens, le modèle champ route semble bien du bon côté dans la bonne équipe. Et on pourrait émettre l'hypothèse suivante, c'est que le, le taux de décroissance pour ce genre de problème n'est dirigé en fait que par la dimension. Donc là, je n'ai pas trop parlé de dimension, mais en fait, c'est n sur 2 et n plus 1 sur 2. Donc, le taux de décroissance est dirigé par la dimension et par le fait de oui ou non, je perds des individus sur le bord. Ce qui crée une séparation entre là et là. Alors, maintenant, je vais exposer des perspectives que couvrent tous les résultats que je viens de présenter. Donc, quand on fait des équations de réaction-diffusion, il y a aussi les termes de réaction qui nous intéressent. Donc, si on ajoute des sens, on a une équation de réaction-diffusion, typiquement aussi une équation de réaction-diffusion sur R2. Et donc, en fait, on a deux effets antagonistes. On a la diffusion qui va qui va pousser la population à s'éteindre. On va avoir la fonction de réaction qui va pousser la population à grandir. Lorsqu'on cumule les deux, on a un phénomène de dispersion d'individus qui va chercher l'extinction et un phénomène de création d'individus qui va propulser vers l'invasion. Et donc, une question, c'est qui est des deux est le plus fort? Est-ce qu'on a une persistance de la population ou est-ce qu'elle va s'éteindre? Alors bien sûr, ça va dépendre de la fonction de réaction qu'on choisit. Donc, donc tout à l'heure, j'ai parlé de des fonctions de réaction de type KPP, donc la fonction logistique est un très bon exemple. Et en fait, elle permet de traiter tous les autres cas, en fait, tous les autres cas de type KPP. Et donc, voici la fonction de réaction de type logistique, V1-V. Et si on calcule ce qu'on appelle le taux de croissance rapporté à l'individu, on voit en fait qu'il est maximal en zéro, ce qui signifie que la population est d'autant plus favorisée par la fonction de réaction lorsqu'elle est petite. Plus je suis petit, plus la fonction de réaction va me pousser à grandir. C'est pour ça que j'ai fait des grandes flèches là où la population était peu dense. Donc, la fonction de réaction logistique favorise énormément les petites populations et du fait que ça la rend très gentille. Et de ce fait, on a une invasion systématique de la population, de l'environnement. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle donnée initiale non triviale, une petite bosse par exemple, on aura une invasion de l'espace. Alors maintenant, si on augmente un petit peu la puissance sur le P, P elle a 1 plus P avec P strictement positif. Si vous prenez P égale 0, vous retrouvez une logique stick, donc ce n'est pas forcément intéressant, mais si vous augmentez P en le prenant strictement positif, on a une fonction de réaction qu'on appelle monostat dégénéré. Et lorsqu'on prend le taux de croissance de la monostat dégénérée rapporté à la population, on voit qu'il n'est plus maximal pour les petites populations. Il serait maximal ici. Et donc, en augmentant du coup la puissance sur cette fonction de réaction, on introduit ce qu'on appelle un effet Ali, c'est-à-dire une difficulté à grandir lorsque les densités sont petites. Alors ça peut s'expliquer biologiquement, en fait, par exemple, une difficulté à grandir lorsqu'on est en petit nombre
Typiquement, ça pourrait s'expliquer par la difficulté de trouver un partenaire pour la reproduction, ou alors de la consanguinité au sein de la population qui empiéterait sur la croissance de celle-ci. Et donc, forcément, c'est un peu moins gentil que la fonction de réaction logistique. Et la fonction de réaction peut perdre, en ce sens où on pourra trouver, dans certains cas, certaines données initiales qui ne vont pas envahir et qui vont s'éteindre du fait de la diffusion. Et on a un théorème qui a été produit par Aronson et Weinberger en 1978, qui nous donne un P seuil, qui est en dimension 2 de 1, tel que si votre P est en dessous du P seuil, alors l'effet Ali est trop faible pour se faire ressentir. Du coup, on ressemble en fait la réaction KPP, et donc l'invasion est systématique. Quelle que soit votre petite donnée initiale, vous allez grandir et envahir. Et si vous êtes au-dessus de ce P seuil, il va exister des données initiales suffisamment petites qui vont s'éteindre en temps long. Donc vous augmentez l'intensité de l'effet Ali. Les données initiales mal conditionnées, donc petites entre guillemets, donc par exemple en orbelle L1, en orbelle infinie, ou même si on les fragmente, on met des petits bouts un peu partout. Euh, Comme la monostate dégénérée ne pousse pas assez des petites populations, la diffusion va tout éparpiller et la population va s'éteindre. Et donc ce PF, donc ce P seuil, qui vaut 1, provient très largement du fait que la diffusion, le taux de décroissance de l'équation de diffusion dans R2 est de 1. Alors maintenant que nous, on connaît le taux de décroissance de la diffusion sur l'espace champ rose, on a pour ambition de mettre une fonction de type monostate dégénérée sur le champ route, dans le champ, et de regarder est-ce qu'on peut produire un résultat similaire, cette fois-ci pour le champ route, c'est-à-dire trouver un PF seuil pour lequel en dessous de ce P seuil, on serait en invasion systématique, et au-dessus de ce P seuil, il existerait des données initiales qui peuvent mourir en temps. Voilà, donc c'est fini. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.